Donc, bonsoir et bienvenue à notre dernier séminaire français de sciences humaines et sociales durant ce semestre. Je suis ravie d'accueillir ce soir notre invité, professeur Pierre-Henri Freigne de l'Université Rennes 2. Merci encore une fois, monsieur le professeur, d'avoir accepté notre invitation. Pour l'information, cette conférence est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Kinga Torbitska, je suis chercheur au Centre de civilisation française et d'études francophones et ce soir, avec mes collègues, nous sommes enchantés de vous accueillir. Au début, je présenterai notre invité, ensuite nous écouterons votre intervention et puis nous vous invitons à la fin au débat avec notre invité à poser vos questions et vos commentaires. Donc, ce semestre, comme nous l'avons déjà présenté tout au long du première séance, nous nous concentrons sur la thématique du patrimoine. Nous avons déjà abordé ces différentes approches, différents aspects de cette thématique. Nous avons parlé durant ce semestre des musées municipaux, de la Fondation Chambrun, des musées ethnographiques. Et c'est pour cela que nous avons invité professeur Pierre-Henri Freigne qui va nous parler des apories du patrimoine. Donc, monsieur professeur Pierre-Henri Freigne, vous êtes professeur de philosophie de l'art et d'esthétique de l'Université Rennes 2. Vous êtes aussi directeur de collection Estetica et Épure aux presses universitaires de Rennes. Vous êtes également directeur de presse universitaire. Vos principaux axes de recherche concernent l'interprétation de l'art symbolique français et de la pensée de Mallarmé, une analyse du système des arts à l'époque contemporaine, une analyse du paysage et aussi une réflexion sur l'existence humaine en sa double dimension esthétique et éthique. Monsieur le professeur, je vous remercie encore une fois d'accepter notre invitation et je vous passe la parole. Écoutez, chers collègues et chers étudiants, merci beaucoup de m'accueillir, hein. C'est un honneur que vous me faites de parler devant vous si loin de nous, par l'espace en tout cas. Je vous remercie de votre accueil et donc je vais essayer pendant trois quarts d'heure, une heure, hein, vous m'avez dit 50 minutes, je regarde l'heure, oui, pour ne pas dépasser. Je vais essayer de prendre le concept de patrimoine, pas seulement le concept, mais sa réalité historique, sa réalité culturelle, conceptuelle, historique, à la racine, dans la mesure où la philosophie, la pensée philosophique a ce site particulier qu'elle essaye d'être une pensée radicale, ce qui signifie qui prend les choses à la racine de la définition des choses, c'est-à-dire de la circonscription de ces frontières, des frontières des choses, afin de les délimiter et d'éviter autant qu'il est possible la confusion. Et puis, la dimension philosophique qui est celle de mes travaux et de mon intervention aujourd'hui vaut aussi par le fait que la pensée philosophique est une pensée problématique, c'est-à-dire que les concepts, les idées, la réalité ne sont pas donnés comme cela d'elles-mêmes dans une évidence qui est toujours trompeuse, mais la réalité et les concepts qui permettent de comprendre la réalité sont aporétiques. Hein, une aporie, comme vous le savez, ça pourrait se traduire, alors c'est un terme français un petit peu sophistiqué, mais ça pourrait se traduire par impasse, hein, ça vient du grec poros, hein, P-O-R-O-S, dans la translittération dans l'alphabet latin, et une aporie, c'est ce qui ne passe pas par le port de la peau, hein, puisque c'est un mot qui a donné en français le mot de port, P-O-R-E. Et donc, je vais essayer de définir, de prendre le concept et la pratique du patrimoine à la racine. Alors, évidemment, dans un univers français,
qui, bon, qui va quand même colorer un peu mes remarques, parce que l'idée que la France se fait du patrimoine est sans doute différente de celle que la Pologne se fait du patrimoine. En tout cas, elle est très différente de l'idée que les pays anglo-saxons se font du patrimoine. Bon. Euh, donc voilà une sorte de préambule, hein, pour vous donner la couleur de mon intervention. Euh, L'idée et la pratique du patrimoine, car je voudrais lier les deux choses à la fois. L'idée et la pratique du patrimoine, comme vous le savez, sont une invention récente en Europe. Et on pourrait dire sans grand danger que le patrimoine, comme concept, comme souci, comme nécessité culturelle et politique, comme pratique aussi, comme pratique de restauration, de conservation, comme pratique muséale, date de la fin du XVIIIe siècle, de l'époque révolutionnaire et d'un moment, alors on verra pourquoi c'est l'époque révolutionnaire enfin l'époque de la Révolution française, hein, pourquoi cette époque est décisive. Elle est décisive pour deux raisons sur lesquelles je reviendrai. La première, c'est que le vandalisme révolutionnaire a été l'occasion d'une prise de conscience de l'importance du patrimoine. On y reviendra. Et puis, c'est à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle que se juxtapose, j'espère pouvoir avoir le temps de vous le démontrer, se juxtaposent les trois sens que nous conférons au concept de culture. Ces trois sens se juxtaposant chez l'un des plus grands philosophes de l'histoire, qui lui est allemand, hein, qui s'appelle Hegel. Bon, alors j'aurai, j'espère, l'occasion de revenir sur ces deux aspects. En tout cas, ça signifie que le patrimoine est un souci, un thème, est un problème moderne, je dirais même contemporain, d'une société qui se pense comme fondamentalement une société historique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société historique? C'est le contraire d'une société traditionnelle, si vous voulez, fondée sur la répétition non critique, sur la répétition non réflexive de la réalité des usages sociaux et politiques et culturels. Pour une société culturelle, finalement, l'histoire n'existe pas dans la mesure où l'histoire n'est pas chargée de ces bouleversements, de ce qu'elle est pour nous, hein, c'est-à-dire de ces bouleversements, de ces changements et de la créativité, de la liberté qu'elle suppose. Euh, et alors, évidemment, cette société historique, profondément historique qu'est la nôtre, est aussi une société de la mémoire. Et il faudra aussi, dans la suite de mon intervention, voir en quoi il y a une friction, une aporie, une difficulté au creux même du concept de patrimoine, pas seulement de son concept, mais de sa pratique, il y a une friction entre l'exigence de mémoire et l'exigence d'histoire. C'est l'une des apories sur lesquelles nous reviendrons. Alors, je voudrais commencer mon intervention. Vous n'hésitez pas, hein, si jamais ça va aller trop vite, si je parlais trop vite, parce que je me doute que le français est pour vous peut-être encore, et malgré les compétences de ma collègue à l'instant, qui sont admirables, peut-être qu'elle est pour certains, cette maîtrise du français, mal assurée. Et si je parle trop vite, si vous ne comprenez pas un mot, un concept ou même une idée, vous levez la main, hein, et puis je m'interromps. Et si je vais trop vite aussi, vous m'interrompez et puis je ralentis, hein. N'hésitez pas à le faire. Je voudrais commencer mon intervention par une définition du patrimoine, hein, puisque je vous ai dit qu'il faut essayer de circonscrire les frontières qui font qu'une réalité est bien cette réalité-là et pas une autre. La complexité du concept vient que
il superpose plusieurs significations dont je voudrais repérer les couches initialement. Première couche, la couche la plus ancienne, la couche la plus qui est rivée, si je puis dire, à sa racine latine, hein, patrimonium. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens, des charges, d'héritages qui descendent des pères. Dans le mot de patrimoine, il y a le terme pater, qui descendent des pères et qui sont légués ou transmis aux descendants. Bon. Suivant évidemment un système de règles et un système de lois. On a là le sens le plus ancien du concept de patrimoine, qui est un sens romain, c'est pour ça que le mot est d'origine latine, patrimonium, et on a le sens non seulement romain, mais le sens spécifiquement juridique du concept de patrimoine. Et c'est à ce sens romain, juridique, c'est à ce sens littéral, à ce sens propre, que est attaché Émile Littré, hein, le très célèbre auteur du dictionnaire de la langue française, hein, de la fin du XIXe siècle. Premier sens. Deuxième sens, le patrimoine, c'est aussi l'ensemble culturel très vaste qui enveloppe tous les aspects de la culture, les sciences, les langues, les mythes, les institutions humaines, les religions. C'est-à-dire un ensemble qui est considéré comme une sorte de trésor de l'humanité depuis les débuts de son histoire immémoriale. C'est le deuxième sens, si vous voulez, qui se greffe sur le sens proprement juridique. Et puis, on assiste dans l'histoire de la notion, dans l'histoire du mot, à un mouvement d'élargissement qui fait que l'on passe assez facilement du patrimoine culturel. Il faudra dire peut-être, si j'ai le temps, j'espère ce que c'est que la culture. Bon. On passe du patrimoine culturel au patrimoine naturel, en ce sens, le patrimoine s'étend volontiers à la terre entière, surtout depuis que l'humanité connaît sa finitude et connaît sa fragilité, que la nécessité de la protection de la nature, de la terre, eh bien, apparaît face à la surexploitation, à la surpopulation, à la pollution, etc. Au XXe siècle, le patrimoine devient naturel. Et puis, on peut aller un peu plus loin. Quatrième couche de signification, dans son sens figuré, cette fois-ci, le patrimoine devient la totalité des données biologiques qui font l'identité d'une espèce vivante, évidemment spécialement de l'espèce humaine, derrière la variété des différents individuels. Et puis, enfin, le patrimoine, dans sa signification la plus répandue, dans son usage le plus courant, et c'est celui que vous avez utilisé dans les séances de séminaire précédentes, si j'en juge par les titres des communications ou des séances que vous avez organisées avant la mienne, dans son sens le plus répandu, qui se tourne vers les arts. Bon, eh bien, le patrimoine, c'est l'ensemble des œuvres d'art, des espaces, des constructions rurales, urbaines, qui constituent le bien commun d'un État ou d'une nation. Alors, de ce dernier sens, découle une exigence qui est apparue à la Révolution française et qui va se déployer très fortement au XIXe siècle et au XXe siècle. C'est une exigence de protection, de conservation. Bon, et en France, je ne sais pas comment ça se passe en Pologne, hein, mais vous me le direz pendant
pendant la conversation en France. Cette exigence de protection, de conservation du patrimoine, il se fait sous l'égide d'un ministère, hein, le ministère de la Culture, qui organise une direction du patrimoine, c'est comme ça qu'on dit dans l'organisation de l'État. Et cette direction du patrimoine a plusieurs offices, c'est-à-dire a plusieurs missions, et je vous les dis très précisément, parce qu'elles sont, elles sont gravées, si je puis dire, dans le marbre du fonctionnement de l'État français. Premièrement, conserver. Bon, le patrimoine suppose sa conservation. Donc sa restauration, donc sa protection, etc. Deuxièmement, car ce n'est pas la seule exigence, conservation, restauration, protection, etc. Mais deuxième exigence, transmettre. Transmettre, c'est-à-dire eh bien, assurer le passage du patrimoine aux générations qui viennent. Troisièmement, ça suppose aussi une troisième exigence, c'est-à-dire celle de l'étude, c'est-à-dire le patrimoine, l'étude du patrimoine, c'est-à-dire la connaissance historique, muséale, historienne d'art, sociologique, etc., etc. Il est très cette étude, cette connaissance scientifique est attachée au concept et à la pratique du patrimoine. Quatrième exigence, le faire connaître, ce qui n'est pas complètement la même chose. Hein. Il s'agit d'en faire la promotion, il s'agit d'en permettre l'accès, et on arrive à la cinquième exigence, hein, ménager un accès au patrimoine. Et cet accès, il est double, il est théorique, comme vous le voyez dans les remarques que je viens de faire, mais il est aussi pratique. Il faut que chaque citoyen français puisse avoir accès physiquement au patrimoine national. Donc, c'est un accès à la fois intellectuel, mais aussi physique et matériel. Ce patrimoine, on le comprend, on l'étudie, on doit le connaître, on doit le saisir intellectuellement, mais aussi on doit y avoir un accès matériel, physique, je dirais, corporel. Ce patrimoine, tout au moins en France, il ne se vend pas, il échappe au marché. Il ne se donne pas, et on peut dire qu'il est gardé pour être transmis. Hein, je reprends une formule de l'anthropologue français Maurice Godelier, qui, dans un ouvrage intitulé Au fondement des sociétés humaines, ce que nous apprend l'anthropologie, qui est un livre paru chez Albin Michel en 2007, il y a un chapitre qui s'intitule Des choses que l'on donne, des choses que l'on vend, de celles qu'il ne faut ni vendre ni donner, mais garder pour les transmettre. Vous voyez, le patrimoine, dans la conception française, comprend des choses que l'on ne vend pas, que l'on ne donne pas, que l'on ne peut ni vendre ni donner, mais que l'on garde pour les transmettre. Et donc, d'une certaine manière, vous voyez bien que l'idée de patrimoine exauce, c'est-à-dire, excusez-moi, peut-être utiliser un terme plus simple, élève, exauce avec un H après le X, hein, élève les éléments du patrimoine au-dessus des simples choses ou des marchandises. Ce ne sont plus des marchandises. Ce qui rentre dans les collections patrimoniales de l'État français ne sont plus des marchandises. Car elles deviennent inaliénables, elles ne sont plus échangeables au sein d'un marché. Et donc, le patrimoine, en tant qu'il est inaliénable, s'émancipe du
du prix des choses, d'une certaine manière, de la relativité, de la variabilité de leur valeur. Et c'est ce que dit, vous voyez, au début du 19e siècle, un auteur aussi célèbre que Victor Hugo, 1832, je cite, « Quels que soient les droits de propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur. Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. C'est donc dépasser son droit que de le détruire. » Vous voyez bien que dans la formule hugolienne, vous voyez, on est 1832, donc on est au début du 19e siècle. Dans cette formule, le patrimoine est bien considéré comme un trésor où gisent l'identité et l'histoire d'un pays et qui fait son propre, si je puis dire, le propre d'un pays, c'est-à-dire d'une nation ou d'une culture. Alors, on arrive alors à la, je dirais, la première aporie, puisque hein, mon exposé a pour fonction de vous montrer les difficultés, les frictions, voire les contradictions, les paradoxes, ce que j'ai appelé au début des apories. Les éléments patrimoniaux sont des héritages d'un groupe humain qui cherche à transmettre aux générations futures, qui cherche à les transmettre aux générations futures, en s'assignant comme objectif de ne pas trahir ou de ne pas subvertir leur signification. Le patrimoine, ce sont des lieux, des bâtiments, des objets qu'on tâche de mettre hors de portée du temps et donc de les exclure de la trajectoire de vie des objets courants. La trajectoire de vie des objets courants, c'est-à-dire des objets dont on use et qui se détruisent et qui disparaissent par notre usage. Mais, et c'est là que tient la première aporie, si je puis dire, la survie du patrimoine, sa pérennité, sa transmission à des générations futures, dépend pour beaucoup de son intégration, de son usage dans la société actuelle. Le meilleur moyen de protéger le patrimoine, alors, c'est de l'occuper, c'est-à-dire de lui attribuer une fonction, de lui accorder un rôle dans la société actuelle, bref, de l'habiter, si vous voulez, de façon vivante et de façon existentielle. Ceci n'est pas le propre d'ailleurs de la société contemporaine. Les monuments ont toujours dû s'adapter à des usages divers. Oui, si des mausolées impériaux nous sont parvenus, c'est grâce à leur transformation en églises. Si des églises nous sont parvenues, c'est par leur transformation en mosquées. Si certaines mosquées nous sont parvenues, c'est par leur transformation en musées. Et vous voyez bien qu'il y a ici ce que j'appellerais un processus de patrimonialisation. Mais le patrimoine n'est pas quelque chose qui existe de manière fixe et définitif, c'est un processus. Un processus en mouvement qui s'invente, qui se réforme et qui suppose évidemment, bien, vous voyez bien, de prendre en charge cette première aporie sur laquelle j'insiste, c'est-à-dire que pour que le patrimoine puisse résister au temps, pour qu'il puisse finalement être transmis de génération en génération, il faut qu'il acquiert malgré tout un usage dans la société. Alors, on arrive à une seconde aporie, c'est que nous
l'époque contemporaine est l'époque de ce que j'appellerais une inflation patrimoniale. Un processus qu'on pourrait appeler, hein, je pense que j'espère que vous avez rencontré ce jeu de mots, ce mot qui commence à être à la mode chez l'ensemble des chercheurs qui réfléchissent au patrimoine. On parle de patrimondialisation. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce terme, de patrimondialisation. Non pas seulement de patrimonialisation, mais de patrimondialisation. C'est-à-dire que l'inflation patrimoniale s'accroît à tous les domaines de l'existence, du monumental dont parlait Victor Hugo, eh bien, on est passé au quotidien, de l'exceptionnel, hein, au monument exceptionnel, au chef-d'œuvre, on est passé à l'ordinaire. Alors devient patrimonial un lavoir, un moulin, un corps de ferme dans la campagne bretonne, pas loin de chez moi. Et donc, si vous voulez, l'extension du domaine du patrimoine tend à transformer le monde entier, en un musée. Alors évidemment, font partie du patrimoine désormais certaines usines, certains entrepôts, certains corons, certains terrils, certains paysages. On parle même de patrimoine immatériel, hein. Il y a à l'UNESCO un patrimoine immatériel. Il y a des usages qui sont déclarés au patrimoine immatériel de l'humanité. Et tout cela, donc, a transformé le monde en un vaste musée à conserver. Et évidemment, si tout devient patrimoine, il est alors juste de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui n'est plus le patrimoine? Que faut-il conserver? Que faut-il rejeter? Et nous nous trouvons devant une sorte de complication théorique dont il est difficile de sortir. Sauvegarder le patrimoine, c'est lui donner un sens nouveau, mais un sens nouveau qui est à inventer et à réinventer. C'est aussi donc conserver les moyens de le lire et de comprendre le processus de sa transmission et de sa constitution. Alors évidemment, on arrive à ce moment-là au conflit, à la contradiction, vous voyez, à une aporie qui devient tellement vive qu'on pourrait parler de contradiction. Elle a lieu, cette aporie, cette contradiction, elle a lieu au milieu du 19e siècle. Je ne sais pas si on vous en a parlé, je ne sais pas s'il faut que je sois très précis là-dessus, mais vous me direz hein, si ce que je dis est utile ou pas. Hein. Vous avez le droit de me dire passez, parce qu'on sait tout ça. Hein. Bon. C'est la querelle qui a eu lieu entre 1854 et 1868, entre deux auteurs très célèbres, Viollet-le-Duc et John Ruskin. Viollet-le-Duc, qui est l'architecte que vous connaissez, Eugène Viollet-le-Duc, hein, qui a restauré la ville de Carcassonne, qui a restauré Notre-Dame de Paris. Et évidemment, c'est au moment de la restauration de la cathédrale de Paris que a enflé une sorte de conflit avec John Ruskin, qui est un, un historien d'art, un dessinateur, un écrivain, un autobiographe anglais hein, de l'époque victorienne. Hein, il est mort en 1900, mais il a vécu assez vieux. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les 7 lampes de l'architecture en 1849. Et là où finalement il dit sa pensée de la restauration du patrimoine. Bon. Et on a deux figures antithétiques au XIXe siècle qui ouvrent finalement le spectre
l'éventail entier de toutes les possibilités, si vous voulez, théoriques de la restauration et de la protection du patrimoine. Viollet-le-Duc écrit 1868, hein, c'est dans les derniers volumes de son dictionnaire raisonné de l'architecture, à l'article restauration. Restaurer un édifice, le réparer ou le refaire, c'est Viollet-le-Duc qui parle. C'est le rétablir dans un état complet. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné, qui peut, hein, c'est important, n'avoir jamais existé à un moment donné. Donc, eh bien, on a une position maximaliste de la question de la restauration et de la protection du patrimoine. Et évidemment, quand on voit la ville de Carcassonne, quand on voit la cathédrale Notre-Dame de Paris, on voit bien que Viollet-le-Duc pousse à bout la volonté de restauration. John Ruskin, dans les 7 lampes de l'architecture, écrit, à la même époque, pose une thèse inverse. Il est impossible, mais aussi impossible que de ressusciter les morts, de restaurer ce qui fut grand ou beau en architecture. C'est-à-dire que, eh bien, vous avez la position inverse. L'ancien doit être conduit petit à petit par une sorte de retenue réparatrice, ce qu'on pourrait appeler des soins palliatifs, si vous voulez, vers sa mort naturelle. La restauration, pour lui, est un maquillage infidèle, c'est un simulacre, un maquillage, une illusion, alors que la ruine, elle ne trompe pas. La ruine ne prétend pas être autre chose que ce qu'elle est. Et donc, au moment où Viollet-le-Duc fait tous ses travaux de restauration dans la France entière, hein, dont on voit bien les deux formes emblématiques dans la ville de Carcassonne et Notre-Dame de Paris, au moment où Viollet-le-Duc donc met en place cette pratique de la restauration, lui qui entendait restaurer le Mont Blanc, vous voyez, il y a une sorte de position maximaliste, hein. Eh bien, Ruskin explique que les montagnes ne sauraient être restaurées car les montagnes sont des ruines, des cathédrales de la terre, c'est son expression même. Alors, ce ne sont pas des cathédrales humaines, ce sont des cathédrales de la terre, en ruine, et qu'il faut les abandonner à leur devenir de collines, et puis à leur devenir de sable, si je puis dire. Et ce qui se joue dans ce conflit au milieu du XIXe siècle entre John Ruskin et Eugène Viollet-le-Duc, c'est une question qui est architecturale, évidemment, mais qui est plus une question morale qu'architecturale. Car ce qui est au cœur même de la notion de l'entreprise de restauration du patrimoine, c'est la notion d'authenticité. Il serait immoral, dit Ruskin, de montrer ce qui n'est plus. Ce serait un mensonge. Et donc, face à ce mensonge, la ruine est préférable, oui, l'abandon du monument à la ruine est préférable parce qu'elle est vraie. Alors évidemment, l'abandon à la ruine se heurte à la question morale de l'oubli comme expression d'une indifférence coupable à l'égard de nos pères, à l'égard de notre passé, donc à l'égard de notre patrimoine, si vous voulez. Mais l'exigence de restauration, et finalement, elle ne tient qu'à une exigence morale, à un devoir de mémoire, qui est un devoir de fidélité. Mais ce devoir de mémoire et de fidélité à nos pères, qui est inscrit même dans la notion de patrimoine, ce devoir ne suffit pas, selon Ruskin, à justifier la préservation du patrimoine. Pour Viollet-le-Duc, la fidélité morale et restauratrice, elle doit l'être
à l'égard des intentions des bâtisseurs. Et vous voyez bien, pour Viollet-le-Duc, la fidélité, elle est plus morale à l'intention des hommes du passé, des pères ou des bâtisseurs, c'est plus une fidélité morale à l'intention qu'une fidélité au monument matériel. Pourquoi? Parce que l'intention est une idée. L'intention est une idée. Ce que les Anglais appellent un design. Mais excusez-moi de parler anglais avec une très mauvaise prononciation, comme vous le voyez, mais euh, pourquoi? Parce que le terme de design en anglais est très intéressant parce que il agglomère, il agglomère deux idées, deux notions que le français a séparées. Nous ne parlons pas en français de design, parce qu'en anglais, l'expression signifie à la fois le dessin, la forme, le dessin IN, D-E-2-S-I-N, mais aussi le dessin, D-E-2-S-E-I-N, c'est-à-dire l'intention, l'idée. Euh, Vous savez, en français du XVIIe siècle, on disposait du verbe pour, pour désigner le verbe dessiner, on disait désaigner, D-E-2-S-E-I-G-N-E-R, désaigner. Parce que vous voyez, dans le français du XVIIe siècle, on avait conservé la juxtaposition des deux sens du terme de dessin, I-N et E-I-N. Et c'est ce que l'anglais a conservé et ce que le français n'a plus conservé. La fidélité, donc, est morale. La fidélité restauratrice et patrimoniale de Viollet-le-Duc, elle est morale parce qu'elle est fidélité à une intention, à une idée, à la production architecturale originaire. Et donc, c'est cette idée qui est la norme de l'intervention de l'architecte restaurateur. Et cette idée et cette norme, les bâtisseurs, les pères, ne l'ont peut-être pas construite, c'est-à-dire réalisée. Vous voyez, il y a l'idée un maximaliste chez Viollet-le-Duc que finalement, il s'agit pour restaurer un bâtiment de le construire comme auraient pu le faire ceux qui en ont eu l'idée au XIIIe siècle quand ils ont achevé Notre-Dame de Paris. Et cette idée, elle est quasi intemporelle. Cette idée, elle est quasi intemporelle. Ce qui est temporel, ce sont les réalisations de l'intention qui se succèdent dans le temps. Et donc, si vous voulez, ajouter la flèche, hein, vous savez, la fameuse flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ajouter cette flèche, c'est réaliser le modèle, c'est tendre vers l'intention originelle, c'est tendre vers l'authenticité, même si cette flèche, elle n'a jamais existé et qu'elle est une création de Viollet-le-Duc. Alors, vous voyez, si je vous dis ça, c'est parce que quand Notre-Dame de Paris a brûlé, évidemment, on a tous été interloqués, subjugués, fascinés par cet incendie monstrueux et par ce moment où la flèche s'écroulait. Et il a été question de savoir si il fallait refaire la flèche à l'identique ou pas. Bon, elle a été refaite à l'identique, hein, comme vous le savez, et elle a été inaugurée il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines à Paris. Et je pense que si Ruskin et Viollet-le-Duc revenaient sur Terre, bon là je fais un peu de philosophie fiction, de théorie fiction, hein, excusez-moi, mais il faut bien, dans les choses sérieuses, il faut bien sourire un peu et s'amuser un peu. Je pense que Ruskin aurait été pour la reconstruction à l'identique de la flèche de Notre-Dame, due à Viollet-le-Duc, alors qu'il détestait les travaux de Viollet-le-Duc, qu'il pensait, je le cite, injustifiés et abusifs. Pourquoi? Eh bien parce que, qu'est-ce que c'est que la flèche de Viollet-le-Duc? C'est ce qu'on pourrait appeler, un geste architectural moderne, mais ce qu'on appellerait un geste architectural. Et que Viollet-le-Duc considérait comme fidèle à l'intention des bâtisseurs.
Et je pense que euh, euh, Ruskin aurait été pour la reconstruction à l'identique de la flèche, qu'il détestait et dont il détestait l'auteur, parce qu'elle elle est déjà, pour nous, elle est déjà assez ancienne, elle a un siècle et demi, presque deux siècles, euh, et que finalement, elle a marqué cette flèche de façon irréversible, l'histoire du monument et aussi l'histoire de notre regard sur le monument. Alors, si je reviens à Ruskin, si la norme de la restauration pour Viollet-le-Duc, c'est l'idée du bâtiment, et cette idée, elle existe finalement sous une forme intemporelle, elle existe sous la forme d'une idée de Platon, si vous voulez, de ce que Platon appelle une forme. Pour Ruskin, la norme de la restauration, c'est l'œuvre elle-même et c'est pas l'intention qui y a présidé. Et l'œuvre, pour Ruskin, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un idéal qui existe dans l'éternité, ce n'est pas un idéal qui existe dans l'extratemporalité, pour utiliser le terme de Proust. L'œuvre, elle est matérielle, elle est dans le temps, et il faut accompagner l'œuvre dans le temps jusqu'à sa mort, jusque dans sa ruine, selon si vous voulez, comment dirais-je, un processus qui ressemble à celui des soins palliatifs pour la vie humaine quand il n'y a plus rien à faire. Et vous voyez bien que sous le problème de la restauration, de la préservation du patrimoine, se tient une question morale, se tient une question philosophique, et finalement se tient une question qu'en français on appelle une question ontologique. Hein. Une question ontologique, c'est une question qui a trait à l'être même des choses. Hein. Ontos en grec, c'est l'être. To ontos, c'est l'être. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que il y a deux manières, deux côtés pour penser l'aporie de la restauration du patrimoine. L'œuvre pour Viollet-le-Duc, c'est une idée, c'est une entité non matérielle. Elle tient dans sa forme au sens de dessin, mais au sens de design, c'est-à-dire au sens de dessin EIN et de dessin IN. Et donc les choses matérielles que nous appelons des œuvres ne sont que des instances d'une entité idéale auquel Viollet-le-Duc aspire. Et donc finalement, Viollet-le-Duc a une ontologie platonicienne. Maintenant, si j'en finis avec Ruskin, l'œuvre, c'est pas une entité, c'est pas une idée, c'est pas une forme au sens platonicien du terme, c'est pas ce que Platon appelait une eidos. L'œuvre, c'est un composé de matière et de forme. Et finalement, l'ontologie de Ruskin, c'est plus une ontologie morphique. Hein, il c'est la matière, morphée, c'est la forme, c'est-à-dire c'est une ontologie aristotélicienne, puisque c'est Aristote qui fonde cette pensée que la réalité est un composé de matière et de forme. La matière de l'œuvre est informée, elle a pris forme, et c'est pour ça qu'elle a une signification. Et c'est cette signification qui donne à l'œuvre sa forme singulière qui s'incarne dans la matière selon les contraintes propres de la matière. Mais la forme n'est jamais séparée du corps matériel. Bon. Vous voyez donc hein, que on a là le débat le plus virulent sur la question de la restauration. On a celui qui veut restaurer, qui veut reconstruire, même quand ce monument n'a jamais eu les formes, la configuration que le grand restaurateur veut lui donner. Et de l'autre côté, on a la position ruskinienne d'un abandon patrimonial. Euh, bien. Et donc, c'est la forme la plus vive hein, de l'aporie, finalement,
du patrimoine et de sa restauration. Dans cette perspective, il faut quand même expliquer pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, c'est au moment de la Révolution française que l'idée du patrimoine et la pratique du patrimoine, que l'invention du musée s'est faite à l'époque post-révolutionnaire. Le patrimoine est né de la crise révolutionnaire et par crise, il faut entendre ce moment de bascule dans l'histoire de l'humanité. Hein. Vous savez bien que la Révolution française a eu en 1789 un énorme retentissement parce que c'était le moment, on le voit bien quand on lit les philosophes allemands du début du 19e siècle, c'est le moment où les hommes prennent conscience qu'ils font leur histoire, qu'ils sont libres dans l'histoire. Mais cette liberté, elle est une liberté sauvage, hein, c'est le moment de la terreur et c'est le moment en 1791, 92, 93, c'est le moment du vandalisme révolutionnaire qui détruit les statues, qui détruit les églises, qui détruit les châteaux, qui détruit les cloîtres, qui détruit les bibliothèques. Et d'une certaine manière, tragiquement, négativement, le vandalisme pose la question de notre identité et de l'histoire, et le vandalisme libère la nécessité de la protection patrimoniale dont nous sommes les fils et les filles, si vous voulez. Je voudrais lire un texte de l'abbé Grégoire, hein, l'abbé Grégoire qui est un révolutionnaire, mais c'est l'un des révolutionnaires les plus ardents, c'est l'un des plus ardents adversaires de la monarchie. Hein. Si vous avez vu le tableau du serment du jeu de paume de David, l'abbé Grégoire est au centre. Il est à la fois un ardent révolutionnaire, mais il est aussi fidèle à l'Église. Vous voyez, son personnage est aporétique, si vous voulez, et conflictuel en soi, et je pense que c'est le plus honnête intellectuellement des révolutionnaires. Voilà ce que dit l'abbé Grégoire. On se rappelle que des furieux avaient proposé d'incendier les bibliothèques publiques. De toutes parts, on faisait main basse sur les livres, les tableaux, les monuments qui portaient l'empreinte de la religion, de la féodalité, de la royauté. Elle est incalculable, la perte d'objets religieux, scientifiques et littéraires. Quand la première fois, c'est l'abbé Grégoire qui parle, je proposais d'arrêter ces dévastations, on me gratifia de l'épithète de fanatique. On assura que sous prétexte de conserver les arts, je voulais sauver les trophées de la superstition. Cependant, tels furent les excès auxquels on se porta qu'enfin fut possible de faire entendre ma voix, et l'on consentit au comité d'instruction publique à ce que je présentasse à la Convention un rapport contre le vandalisme. Je créais le mot pour tuer la chose, mais je créais le terme de vandalisme pour tuer la réalité du vandalisme. Alors pourquoi tuer le vandalisme? Eh bien, l'abbé Grégoire écrit, je poursuis le texte, à Paris, à Marseille et ailleurs, on proposait de brûler les bibliothèques. La théologie, disait-on, parce que c'est du fanatisme. La jurisprudence, des chicanes. L'histoire, des mensonges. La philosophie, des rêves. Les sciences n'en ont pas besoin. Dans le même temps, sous le masque du patriotisme, les contre-révolutionnaires détruisaient les monuments. Le moment d'élaguer viendra, continue l'abbé Grégoire. Mais il faut savoir ce que nous avons avant de savoir ce que nous gardons. Oui, oui, il faut savoir ce que nous avons avant de savoir ce que nous gardons. Les bibliothèques et les musées, formés avec choix, sont en quelque sorte les ateliers de l'esprit humain. Que de gens qui étaient tourmentés par l'inquiétude indécise du génie ont connu leur vocation à la lecture d'un bon livre, à l'aspect d'un ouvrage bien exécuté. C'est devant un tableau de Raphaël que le Corrège se connut peintre. C'est en lisant les méditations métaphysiques de Descartes que Mallarmé connut sa vocation. Que d'hommes, faute de livres, ont consumé un temps précieux
pour trouver la solution de problèmes qui étaient résolus, pour inventer des machines qui étaient décrites. Là, vous voyez, on arrive à une autre aporie sur lequel l'abbé Grégoire met le doigt. La non-conservation, la non-protection du patrimoine, c'est une perte de mémoire, c'est une perte de racines, c'est une perte de modèle, c'est une perte de transmission, c'est une perte d'identité qui empêche la conscience et la connaissance de soi. Mais inversement, la conservation et la protection du patrimoine artistique, architectural, urbanistique, etc., n'entrèvent-elles pas l'inventivité, la créativité, la liberté, l'innovation qui font l'histoire des hommes et des sociétés? Et on est là pris dans une contradiction. Vous voyez, Quatremer de Quincy, qui est l'un des premiers historiens d'art français, Quatremer de Quincy, écrivait en 1815, disait en 1815 que, je le cite, depuis qu'on a fait des musées pour créer des chefs-d'œuvre, depuis qu'on a fait des musées pour créer des chefs-d'œuvre, il ne s'est plus fait de chefs-d'œuvre pour remplir les musées. Je répète, c'est une forme de chiasme, si vous voulez, qui est assez bien écrit. Depuis qu'on a fait des musées pour créer des chefs-d'œuvre, il ne s'est plus fait de chefs-d'œuvre pour remplir les musées. Et donc, vous voyez bien, volonté de tout conserver au point d'en être étouffé et paralysé, volonté de ne rien conserver au prix d'une liberté sauvage, vandale, c'est de cette liberté qui oublie tout et qui fait tabula rasa, table rase. Bon, je regarde, ça fait déjà 50 minutes que je parle. Je voudrais rapidement vous expliquer que l'exigence patrimoniale, comme pratique et comme théorie, repose sur un présupposé philosophique qui est apparu pleinement au début du 19e siècle, c'est-à-dire la superposition des différentes, de ce qu'on appelle une culture. Bon. Et je voudrais très rapidement dire ce que c'est que la culture. La culture s'entend en trois sens. Premièrement, en un sens ontologique, sens que je disais tout à l'heure. Le sens ontologique de la culture, c'est la définition de l'homme, c'est l'être de l'homme. Alors, c'est le sens le plus ancien du terme de culture. L'homme est un être de culture et la culture, c'est tout ce que l'homme ajoute à la nature. Bien. C'est le sens le plus ancien qu'on trouve chez les Grecs. Bien. Le deuxième sens, c'est un sens que j'appellerais un sens anthropologique, au sens contemporain du terme anthropologique, c'est-à-dire au sens d'une analyse des modes d'existence sociaux des groupes humains. L'anthropologie, c'est ça. On pourrait définir l'anthropologie comme une science qui permet de connaître les modes d'existence sociaux des groupes humains. Et le sens anthropologique, il est apparu au moment où la culture occidentale a découvert d'autres cultures que la sienne. Donc, au moment de la Renaissance, au moment des voyages intercontinentaux, de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, c'est-à-dire en comprenant qu'il y a des cultures. Et la culture au sens anthropologique, ce n'est pas la culture humaine comme ce qui lui fait s'arracher à la nature. La culture au sens anthropologique, c'est le constat de l'existence des cultures, des manières infinies de faire des mondes humains, si vous voulez. Et évidemment, cette découverte, bon, eh bien, elle commence à la Renaissance. Et puis, il y a un troisième sens au terme de culture, c'est le sens que j'appellerais humaniste,
C'est aussi un sens qui est apparu à la Renaissance, hein. Euh, et c'est le sens que l'on trouve dans une expression, quand on parle un homme, quand on dit d'un homme qu'il est cultivé, un homme de culture. La culture, c'est, dans la conception humaniste, c'est le processus par lequel un individu humain, eh bien, apprend sa culture. On pourrait dire que, vous savez, les Allemands ont deux sens pour désigner la notion de culture. Ils ont le terme de Kultur, hein, la culture avec un K. La culture renvoie plutôt au sens anthropologique, celui que j'ai défini ou très, très sommairement à l'instant. Et puis, il y a un deuxième sens, c'est le terme qui est désigné par le terme de Bildung. La Bildung, c'est l'opération de construction, d'institution d'un homme qui doit être éduqué à sa culture et qui doit finalement, vous voyez bien, le troisième sens, le sens humaniste, réenveloppe les deux sens précédents. La culture, en ce troisième sens, d'un homme qui se cultive, c'est le processus par lequel il apprend sa propre culture. Il ne peut d'ailleurs apprendre sa propre culture que différentiellement avec les autres cultures. C'est pour ça que c'est assez émouvant de vous raconter ça, moi qui suis français et qui parle à des Polonais, si vous voulez, puisque nous appartenons à deux cultures différentes des deux côtés de l'Europe. Et, bien, il y a l'idée que on ne fait bien son métier d'homme que si l'on apprend sa culture, mais dans le respect des autres cultures, dans l'apprentissage de la différence culturelle avec les autres. Et ça commence par des différences de langue, si vous voulez. Et vous parlez un français admirable que je vous envierais si je voulais parler le polonais, évidemment, ce dont je serais bien incapable. Il se trouve que, vous voyez, ces trois sens de culture se sont superposés à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle chez des auteurs comme les frères Schlegel ou Novalis en Allemagne, chez un philosophe comme Hegel. Et donc, chez eux, la culture, c'est la totalité universelle des œuvres de l'esprit et de la main de l'homme. Et cette totalité, elle est digne d'être conservée. Elle est digne d'être conservée parce que elle constitue à la fois le trésor de l'humanité, mais aussi le trésor de chaque peuple, de ce que Hegel appelle un Volksgeist, hein, l'esprit du peuple, et elle est le trésor de tout individu qui fait bien son métier d'homme. Euh, alors évidemment, je ne sais pas si j'ai le temps, je crois que je n'ai pas le temps, hein, chers collègues, peut-être qu'il va falloir que vous m'interrompiez. Euh, il faudrait montrer en guise de conclusion que il y a une dernière aporie sur laquelle il faudrait faire reposer le patrimoine. C'est l'aporie que j'ai annoncée tout à l'heure sans être sûr de pouvoir vous l'expliquer. C'est le conflit, le combat, la contradiction qu'il y a entre la mémoire et l'histoire. Car le patrimoine, vous voyez, obéit à une double logique, qui est la logique mémorielle et la logique historique, à la fois, et de manière assez ambiguë et de manière assez confuse. Je pourrais peut-être le dire en quelques mots, et puis je m'arrêterai là, et puis après je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. C'est que la mémoire est un processus psychologique. C'est-à-dire que nous avons une mémoire individuelle, nous avons une mémoire collective, mais par cette mémoire, par ce processus psychologique, nous choisissons notre passé. Vous voyez, on dit souvent que le passé nous fait, et c'est vrai que le passé nous fait, nous en héritons, il nous détermine. Mais à bien des égards, par le processus mémoriel, nous conservons, nous travaillons notre passé et nous choisissons de manière plus ou moins inconsciente les événements enfin les éléments du passé que nous voulons conserver. Si bien que, vous voyez, il faut bien comprendre que dans l'idée du patrimoine, dans l'idée de la commémoration patrimoniale, la commémoration, c'est-à-dire la mémoire ensemble, la commémoration, c'est ça, une mémoire à plusieurs, hein, commémorer la guerre, la fin de la guerre de 1939-1945,
45, si vous voulez. C'est un acte de mémoire, de reconnaissance envers les pères qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Euh, euh, mais vous voyez bien que c'est un processus intéressé, car ce sont les intérêts du présent qui déterminent le processus mémoriel. Bon. Et ce processus mémoriel, il se trouve au creux même du souci patrimonial, bon, dans l'effort de commémoration, de sauver les monuments. Et je signale que dans le terme de monument, vous avez le terme latin de mémoire. Bon. Et puis, vous avez aussi une exigence historique. Alors, l'histoire, ce n'est pas la mémoire. L'histoire ne choisit pas son passé. L'histoire analyse de manière la plus rigoureuse possible, de manière la plus impartiale possible, de manière la plus scientifique possible, contre toutes les manipulations mémorielles, si vous voulez. Euh, L'histoire est une exigence patrimoniale, si vous voulez, mais cette exigence patrimoniale, ce n'est plus une exigence intéressée, idéologique, on va dire, c'est une exigence scientifique. Et dès qu'on s'intéresse au patrimoine, on se trouve toujours en but à cette contradiction entre la mémoire et l'histoire. Cette contradiction, d'ailleurs, elle n'est sûrement pas entièrement surmontable, si vous voulez. Elle n'est pas entièrement surmontable parce que comme le disait Gaëtan Picon, hein, qui est un littérateur français assez célèbre du milieu du XXe siècle, qui a été directeur du patrimoine sous le ministère d'André Malraux, quand on pense à la culture, euh, et là encore ça complique le concept de culture, il faut penser que nous pensons la culture sous deux angles. Euh, la culture enseignement, la culture historique, si vous voulez, bon. Et puis la culture existence. La culture existence, c'est-à-dire la culture existentielle, celle qui repose sur notre mémoire, sur notre identité, sur les sentiments de notre appartenance à une lignée, à une histoire, à un pays. Euh, et cette culture existence, elle est vivante, alors que la culture historique, elle est morte, parce que la mort du passé est ce qui garantit, comment dirais-je, l'objectivité de la connaissance qu'on peut en prendre. Et je pense que la volonté du patrimoine est toujours prise dans cette contradiction sur laquelle j'achève mon exposé, en espérant que je n'ai pas été trop rapide et trop abscon. Nous vous remercions, Monsieur le professeur, pour votre exposé très riche et très intéressant en nous montrant le patrimoine comme le concept historique, mémoriel, et en même temps, vous avez mentionné aussi les apories du patrimoine. Oui, Donc, je c'est vous... quelque chose qui n'a pas, vous voyez, excusez-moi, mais c'est pour resserrer, ça ne va pas de soi. Le Oui, oui, patrimoine ne va pas de soi. Et je le dis devant les étudiants parce que la plupart des étudiants, ils considèrent que le patrimoine, bah, c'est une exigence qui va de soi, si vous voulez. Mais ça ne va pas de soi parce que, premièrement, ça n'a pas toujours existé. Ça existe que depuis 2 siècles. Et deuxièmement, parce que vous voyez bien, ça repose sur des frictions théoriques, des contradictions théoriques. Voilà, oui. excusez-moi de vous avoir, mais Je ça vous me en permet prie. de résumer eh bien mon exposé. Donc, je vous invite à poser vos questions et commentaires bien dans la salle et aussi en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous écrire ou lever la main si vous avez des questions. Allez-y, je vous Euh, écoute, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Euh, je, parce que vous, vous avez mentionné que nous choisir les éléments pour préserver ce patrimoine pour c'est quelque chose connecté avec probablement la valeur de choses que nous avons. Et Oui. s'il y a le théorie ou la
préférez quelque chose que vous préférez pour préserver les éléments que peut-être poser la possibilité de évaluer si quelque chose doit... Doit demeurer dans le patrimoine. Oui, Oui. oui, exactement. Alors, si vous voulez, il n'y a pas de réponse générale à ça. Simplement, ça signifie que, vous voyez, en fait, il faudrait substituer au mot de patrimoine le mot de patrimonialisation. Parce que l'idée, vous voyez, de patrimonialisation suppose un processus, et un processus critique, vous voyez, qui ne va pas de soi, que l'on doit justifier, que l'on doit éclairer, si vous voulez. Alors que l'idée de patrimoine donne, vous voyez, au contraire, une sorte une existence en soi et fixe. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de réponse générale à cette idée, mais qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on ne conserve pas? Dans quel état on le conserve? Mais c'est aussi une très grande difficulté. Quand on restaure un tableau de la Renaissance, vous voyez, on le restaure à quelle étape? Est-ce qu'on essaye de retrouver ce qu'il était en 1520? Est-ce qu'on restaure les restaurations? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux le restaurer dans son état, dans les restaurations qu'il avait, ce tableau, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle? Vous voyez, je n'ai pas de réponse à ces questions-là, mais les restaurateurs, les conservateurs se posent nécessairement ces questions. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite à la question que vous avez posée. Qu'est-ce qui doit demeurer patrimoine et qu'est-ce qui doit disparaître? Et quand on restaure un élément du patrimoine, est-ce qu'on le restaure dans son état originaire, supposé originaire, quand bien même on le connaîtrait, ou est-ce qu'on le restaure à d'autres étapes de son existence historique? Je prends un exemple. Je ne sais pas si vous avez été à Paris, vous autant que vous êtes, j'espère, mais ce n'est pas sûr. La Pologne, c'est un peu loin, et puis un séjour à Paris est sûrement un séjour cher. Si vous avez été à Paris, peut-être avez-vous été au musée d'Orsay. C'est un musée du 19e siècle, qui a été fabriqué à l'intérieur, à la fin du 20e siècle, qui a été fabriqué à l'intérieur d'une gare. Bon. Donc, il a fallu restaurer la gare. Et puis, il a fallu construire un musée à l'intérieur de la gare. Et c'est pas, vous voyez le lieu a changé d'usage. Mais c'est parce que la gare d'Orsay est devenue un musée que la gare a été conservée. Vous voyez, ça exemplifie ce que je vous disais tout à l'heure. Le meilleur moyen de conserver quelque chose du patrimoine, c'est de lui donner un nouvel usage. Mais ce nouvel usage, vous voyez bien que d'une certaine manière, il cache, il a tendance à occulter l'usage initial du bâtiment. Vous me suivez? C'est-à-dire que, alors, les architectes l'architecte en chef, qui a fabriqué le musée d'Orsay, il a restauré la gare, la très grande verrière, il a conservé la très grande horloge qui indiquait le temps pour prendre son train, et il a fait peindre les éléments restaurés de la gare dans une autre couleur que les éléments de structure propres au musée. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le musée, vous voyez très bien ce qui relève du geste créateur contemporain de la construction du musée et du geste de restauration des structures du monument tel qu'il était au XIXe siècle quand il a été construit. Alors, vous voyez bien, là, il y a une manière astucieuse, une manière intelligente de conserver un élément du patrimoine, une guerre, de lui affecter un autre usage, il est devenu une gare, pardon, il est devenu un musée, mais tout en permettant aux visiteurs de bien comprendre que c'était une gare et de bien comprendre ce qui appartenait à la gare et ce qui appartient au musée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous aurez d'autres questions? Je vois une question sur le chat Oui, de notre étudiant. Quel quel rôle... rôle devrait oui, jouer l'historien? Et après, j'arrive pas à lire. Ah, quel rôle devrait jouer l'historien selon vous? Il est l'architecte et a un rôle politique en tant que producteur de savoir malgré lui. Donc, devrait-il encourager les commémorations qui sont tout de même l'occasion de célébrer la science historique ou bien se constituer comme acteur scientifique et impartial? Mais si vous voulez, bon, je parlais tout à l'heure de la Révolution française. En 1989, la France a commémoré le, le bicentenaire de la Révolution française. Et cette commémoration, elle s'est accompagnée de célébrations politiques, si vous voulez. Et on voit bien que ces commémorations, ces célébrations, obéissent à une logique mémorielle, c'est-à-dire à une logique intéressée. Car évidemment, quand on commémore la révolution de 1789 en 1989, c'est à partir de la situation historique de 1989. Vous me suivez? C'est-à-dire que le citoyen français, la culture française, l'État français a besoin, c'est une exigence culturelle forte, hein, a besoin de commémorer, de célébrer l'aspect inaugural, voire héroïque de la Révolution française. Bien. Mais vous voyez bien que toutes ces commémorations possèdent un danger. C'est le danger d'occulter la connaissance historique, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé. Bon. Et quel est le sens de ce qui s'est réellement passé? Et en 1989, à l'occasion des commémorations du bicentenaire de la Révolution française, qui sont indispensables pour l'identité d'un peuple et pour l'identité d'un citoyen, eh bien, à cette occasion, il y a eu des débats scientifiques extrêmement sérieux sur l'interprétation de la Révolution française. Hein. Et puis, il y a eu un conflit, ce qu'on appellerait en philosophie un conflit d'interprétation, un conflit herméneutique entre la façon dont une tradition communiste interprétait la Révolution française, et puis une nouvelle interprétation due à un historien qui s'appelait François Furet, Furet, je ne sais pas si vous l'avez croisé dans vos lectures. Penser la Révolution française est un grand livre de 1989, où justement il interrogeait comme un préjugé l'interprétation plutôt de gauche, hein, du Parti communiste français, de la Révolution française. Et il a beaucoup insisté sur la terreur, vous voyez bien, parce que vous voyez, la question de la Révolution, c'est la question du conflit entre la liberté et l'absence de liberté à cause de la terreur et de l'extrême violence, qui en a découlé. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais l'historien, bah, il est impliqué dans les commémorations, mais en même temps, son travail, c'est de se désimpliquer, voyez, de sortir de la commémoration pour essayer d'avoir un discours historique. Un discours, oui, au sens d'une science historique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on commémore quelque chose, cette commémoration s'accompagne d'un recul critique et d'un recul scientifique et théorique, c'est-à-dire que se creuse la distance nécessaire qu'il y a entre la mémoire et l'histoire. Mais ce creusement de la distance nécessaire entre la mémoire et l'histoire rend aussi visible la nécessité d'une coexistence de la mémoire et de l'histoire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires? Je vous en prie. Merci. Je voudrais vous demander, est-ce que vous
vous pourriez expliquer la notion, développer la notion des apories. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, une aporie, c'est une impasse. Au sens étymologique, une aporie, c'est ce qui ne passe pas par le pore, P-O-R-E, le pore de la peau, un trou. Voilà. La philosophie, celle que je pratique, enfin celle que chaque professeur de philosophie pratique depuis l'invention de la philosophie par Socrate et Platon, la philosophie est une pratique aporétique. C'est-à-dire que elle essaye de montrer que les choses ne sont pas transparentes, les choses ne sont pas simples, les choses ne sont pas évidentes. Et je pense que nous vivons tous avec l'idée que le patrimoine est une notion, est une pratique évidente, qui va de soi. Qui contesterait la notion de patrimoine? Vraiment, je ne la conteste pas. J'ai essayé de l'interroger. Et quand Platon parle de Socrate dans ses dialogues, il dit que, enfin, Socrate dit lui-même que sa pensée est aporétique, c'est-à-dire que elle est embarrassée et donc elle est embarrassante. Mais moi, mon rôle de professeur de philosophie, c'est d'embarrasser mes étudiants. Mais alors, c'est ou mes interlocuteurs que vous êtes. C'est-à-dire, les embarrasser, ça ne veut pas dire les plonger dans la confusion intellectuelle, oui, mais c'est de les décentrer de manière critique pour qu'ils s'aperçoivent que ce qu'ils pensaient n'était pas forcément ce qu'il faut penser, que la vérité n'est pas ouverte, évidente devant nous en toute clarté. C'est pour ça que j'avais proposé à votre professeur les apories du patrimoine, parce que je voulais vous montrer le caractère problématique de la notion. Je voulais vous montrer son aspect difficile, compliqué. Les aléas, alors? Comment? Ce sont les synonymes, les aléas, peut-être? Non, parce qu'un aléa, c'est une contingence, c'est du hasard. Et d'autres synonymes? Bah, impasse. Vous voyez, si vous prenez Impasse. le mot français aporie, a privatif en grec, poros en grec, P-O-R-E-S, c'est-à-dire le pore, le trou. Ce qui ne passe pas par le trou, bah, ça s'appelle une impasse. Vous voyez? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et finalement, la notion de patrimoine, la pratique du patrimoine chez les conservateurs, chez les hommes politiques, etc., c'est une aporie nécessaire. Et c'est pour ça que c'est un processus de patrimonialisation qui doit être toujours critiqué et interrogé, et jamais fixé. Dans votre ville de Varsovie, il doit y avoir des monuments qui sont considérés comme des monuments patrimoniaux. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit le restaurer? Et bien, cela suppose de penser le monument du point de vue de la mémoire, du polonais, du varsovien, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi, de l'habitant de Varsovie. Ça suppose de penser la dimension symbolique, commémorative du monument, mais ça aussi suppose une connaissance objective, architecturale, historique, artistique de ce monument. Et il n'y a pas de réponse toute faite à que fait-on de cette chose? Voilà. Alors évidemment, vous pourrez me dire, vous posez plus de questions que vous apportez de réponses. Eh oui, mais c'est ça le sel de la philosophie. Vous savez, souvent, ceux qui dialoguent avec Socrate, ils disent à Socrate, bon, arrête, tu es embarrassé, tu es embarrassant, mais tu nous embêtes, tu nous compliques la tâche, tu nous compliques notre esprit. Je croyais savoir ce que c'est que le patrimoine, et puis au bout d'une heure avec vous, je ne sais plus trop ce que c'est. Donc, par ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais notre centre, le Centre de civilisation française, a été créé par un philosophe français, Michel Foucault, en Michel 50. Foucault, bah oui, alors comme philosophe critique, si vous voulez, comme philosophe critique, comme philosophe qui essaye d'aller voir les présupposés
dans les choses les plus, dans les idées ou dans les institutions humaines qui sont les plus évidentes, c'est bien Michel Foucault. Vous voyez, Les mots et les choses, c'est le livre où il a essayé de repérer l'histoire, la généalogie, de faire la généalogie des sciences humaines. Dans Surveiller et punir, il a pris la prison et il a essayé de voir les présupposés historiques, théoriques, politiques, idéologiques d'une institution qui semble aller de soi, comme la prison. Vous voyez? Et dans La naissance de la clinique, il a fait la même chose avec la médecine, etc., etc. Bon, à ma petite, comment dirais-je, très modeste envergure, j'essaye de faire ça sur le concept de patrimoine. Mais je ne me prends pas pour Michel Foucault, évidemment. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous aurez d'autres questions ou commentaires? Donc, moi, peut-être j'en aurais. Vous avez mentionné tout au début de votre intervention les différentes définitions de patrimoine. Oui. Quel est, selon vous, le patrimoine du futur? Quels seront les défis qu'il devra surmonter? Et quels seront les intérêts dont nous avons parlé, les intérêts qui peuvent déterminer le patrimoine dans l'avenir, le patrimoine du futur? Moi, il me semble que parlant devant des jeunes, moi qui ne le suis plus depuis très longtemps, le patrimoine qui doit les soucier le plus, c'est le patrimoine de la Terre, c'est le patrimoine de la biologie, la biodiversité, comme on dit. C'est le patrimoine, c'est la totalité de la planète. C'est la conscience écologique, si vous voulez. Cette conscience écologique. Alors, ce qui est très curieux, c'est que la conscience écologique, elle est apparue au XIXe siècle chez un auteur comme John Ruskin, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui s'est intéressé à la montagne et qui a considéré que le monde moderne, celui du tourisme, celui des hommes qui prennent le train, etc., eh bien, ce monde moderne, il détruit les cathédrales de la terre. C'est-à-dire qu'il est sacrilège. Il me semble, et ça, je ne fais pas de philosophie fiction ou d'anticipation, je ne veux pas avoir un rôle prophétique, hein, mais il me semble que nous sommes dans un moment de l'histoire de l'humanité où c'est la Terre elle-même qui devient notre patrimoine commun, qui doit être protégée. Mais protégée, ça veut dire connue, scientifiquement connue, et troisièmement, qui doit être aimée. Protégée, connue, aimée. Quand on lit les textes de Ruskin sur la montagne, on voit bien que, alors c'est un géologue, hein, c'est un dessinateur de la montagne, c'est un écrivain de la montagne, etc. Et son seul souci, c'est de protéger la montagne contre les assauts du progrès avec des guillemets. Et c'est de la connaître ou de la faire connaître scientifiquement, artistiquement, et c'est de la faire aimer. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Si il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je pense que nous allons nous arrêter là. Donc, je vous remercie, Monsieur Pierre-Henri Freigne, d'être avec nous, de partager vos réflexions. J'espère que nous. j'espère que j'ai été utile. S'il y avait des questions qui venaient par après, envoyez-les-moi par le mail, hein. Si elles ne supposent pas 50 lignes d'écriture, je veux bien essayer de répondre aux questions que vous voudrez bien me transmettre, évidemment. Bien sûr, je vous le transmettrai évidemment. Et je Voilà. rappelle aussi à nos étudiants, ceux qui sont en retard avec leurs essais, que le délai est déjà passé. Donc, si vous en avez encore, envoyez-nous très vite. Donc, encore une fois, je vous remercie, Monsieur le professeur, et je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis au revoir. Merci beaucoup de votre Merci, invitation et merci, au à Merci, au revoir. bientôt s'il y avait revoir. besoin. Au revoir, messieurs, dames.